Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je vous prie de m'excuser de ce retard pour conclure cette chère économie de défense. Depuis des années, la chaire économie de défense et l'Observatoire économique de la défense travaillent ensemble de façon complémentaire pour allier ces trois mondes, les armées, l'industrie et le monde académique. La chaire et l'OED se complètent et chacun dans leur domaine permettent une compréhension fine de l'économie de défense. Mais pourquoi parler d'économie de défense? En apparence, rien ne rapproche ces termes. Ils ne sont pas contraires, ils ne sont pas semblables, ils sont différents. Et pourtant, tout lie l'économie et la défense. Quand il s'agit de préparer l'avenir, j'y reviendrai, la défense est un moteur. En 2017, le ministère consacre 750 millions d'euros à la recherche dans le cadre d'études amont. Cet effort encourage les entreprises d'armement qui investissent chaque année plus d'1 milliard d'euros dans la recherche, ce qui représente le quart des efforts de l'ensemble des entreprises résidentes en France, tous secteurs confondus. Les exportations aussi expliquent le lien étroit qui existe entre l'économie et la défense. Nos entreprises d'armement se diversifient, elles s'internationalisent. L'excellence de nos industriels et leur quête permanente des meilleures technologies permettent aujourd'hui, dans le domaine militaire, des exportations 4 fois supérieures à nos importations. La défense contribue donc positivement au solde de la balance commerciale française et les succès de notre exportation continuent. La semaine dernière, les Émirats arabes unis ont annoncé qu'ils choisissaient d'acheter 2 corvettes Go-Wind. C'est donc une très bonne nouvelle. Notre responsabilité maintenant est de continuer sur cette voie. La France a été choisie hier pour accueillir la Coupe du monde du rugby en 2023. Et donc, je vais m'autoriser une métaphore rugbystique. Nous devons nous engager dans chaque mêlée, construire collectivement chaque action, marquer, puis transformer nos essais. Le capitaine de notre équipe s'appelle Emmanuel Macron, et avec vous, chercheurs, industriels, avec le ministère des Armées, c'est toute une équipe unie, soudée, déterminée, que nous constituons pour les exportations d'armement. Je note aussi que l'activité du ministère des Armées irrigue tous les territoires en France. Les armées sont partie intégrante de notre vie économique. Elles jouent un rôle pour l'aménagement du territoire et le dynamisme local. Cette intégration, ce lien étroit entre nos armées et l'économie locale, j'ai pu la mesurer concrètement dans chacun de mes déplacements, qu'il s'agisse du 16e bataillon de chasseurs à pied à Bitche dans les Vosges, du 2e REP à Calvi, de la base aérienne de Mont-de-Marsan ou bien sûr de Toulon. Dans chacun de ces lieux, la communauté militaire s'est intégrée et fait vivre l'économie. Et je vous invite surtout, vous, chers étudiants, à aller visiter ces villes, partez à la rencontre de nos militaires qui sont là-bas, échangez avec les commerçants, les élus locaux, et vous verrez alors très concrètement, de façon microéconomique, pour employer un vocabulaire auquel chacun ici est très sensible, les vertus de la présence d'un régiment, d'une base aérienne, d'un port sur toute une économie locale. Et bien sûr, parler de l'apport de la défense à l'économie française impose d'évoquer la base industrielle et technologique de défense, la BITD, dans son ensemble. La BITD, ce sont bien sûr des grands industriels qui permettent, je le disais, nos exportations, des groupes majeurs qui font la renommée de la France et qui nous permettent de nous illustrer sur tous les terrains. Mais c'est aussi 4000 PME, des start-up, des pépites technologiques, autant d'entreprises innovantes grâce à qui nos actions se réinventent. La BITD, ce sont 200 000 emplois
qui, de l'entrepreneur génial aux groupes industriels les plus performants, font vivre l'économie de la France. La chaire économie de défense et l'Observatoire économique de la défense, ce sont les symboles d'une dynamique positive, utile et réfléchie. C'est le signe de la symbiose qui existe entre nos chercheurs, nos économistes, nos étudiants, nos industriels et bien sûr nos armées. Cette entente, c'est un des éléments qui fait la force de notre économie de défense. C'est aussi le symbole du succès de notre recherche académique et l'avenir de nos armées. Ce matin, j'étais au DGA Lab. J'espère que certains d'entre vous auront l'occasion de le visiter. Ce lieu est l'exemple de ce qui peut être fait pour notre industrie, pour notre innovation et pour notre financement. Car en effet, au DGA Lab, on s'empare des projets les plus prometteurs, on les pousse, on les oriente, et à la fin, ces idées, on les achète. Et on les achète en moins de 12 mois. C'est donc par une politique qui encourage l'industrie et l'innovation que nous pourrons répondre pleinement aux défis pour nos armées et aux menaces qui pèsent sur la France. Alors ces menaces, quelles sont-elles ? La revue stratégique qui a été menée il y a quelques mois et remis au mois d'octobre au président de la République en fait une analyse complète et riche. Je vous invite donc à la lire. Si vous n'avez pas le temps de le faire, sa conclusion est claire. Le monde dans lequel nous évoluons est instable, imprévisible, et nos ennemis sont quant à eux plus divers, mieux armés et plus déterminés. Face à eux, la France ne peut pas s'affaiblir. Elle ne peut pas reculer, car il en va de la sécurité de tous les Français, de la souveraineté de la République et de la pérennité de nos valeurs. Nous devons donc impérativement conserver un modèle d'armée complet et équilibré. Un système solide dans toutes ses composantes, inflexible sur la dissuasion et tout entier orienté vers l'innovation. Ce système, vous en avez débattu toute cette journée, nous devons lui donner les moyens d'exister et notamment les moyens financiers. C'est le sens du budget que j'ai présenté cette année, un budget de remontée en puissance puisque en 2018, 1,8 milliard d'euros supplémentaires ont été accordés à la défense pour donc l'année prochaine. C'est un budget qui est également sain. Pourquoi utiliser ce terme ? Parce que trop souvent, surtout en début de mandat, les budgets avaient tendance à enterrer des programmes ou à supprimer des postes. C'est l'inverse que nous faisons, puisque en 2018, ce budget permettra d'honorer toutes les promesses et de commencer de préparer l'avenir. Il offre donc des bases solides, saines, pour aborder l'étape de préparation de notre prochaine loi de programmation militaire qui sera déterminante pour nos armées. Cette LPM, elle sera l'occasion de quitter l'ère de la pure gestion pour entrer, si vous me le permettez, dans l'ère de la vision. Elle sera l'occasion de prendre acte de notre engagement d'accorder 1,7 milliard d'euros par an de plus au budget de la défense chaque année sur la période 2019-2022 et d'accorder 2% de notre PIB à la défense d'ici 2025. Pour cette loi de programmation, j'ai fixé 3 priorités. D'abord, restaurer la soutenabilité de nos engagements, car la France doit pouvoir continuer à intervenir partout où ses intérêts sont menacés. Ensuite, il faut permettre aux hommes et aux femmes de la défense de vivre l'exercice de leur engagement dans les meilleures conditions. Le plan famille que j'ai présenté le 31 octobre est une étape significative, mais nous devons encore
aller plus loin. Enfin, et c'est ce sur quoi je vais m'attarder désormais, il faut préparer l'avenir et permettre à nos armées de faire face aux menaces de demain. Alors, en quoi cela consiste-t-il? C'est d'abord répondre aux besoins d'équipement de la France. Le budget qui a été adopté la semaine dernière par l'Assemblée nationale en prend bien conscience puisque les crédits d'équipement sont portés à 18 milliards 500 millions, soit 1 milliard 200 millions d'euros de plus qu'en 2017. Et cet effort permettra une modernisation de notre matériel, de nos moyens de projection et de mobilité. Mais notre effort, nous devons aussi le porter tout entier vers l'innovation. Alors parler d'innovation devant un public d'étudiants, on peut paraître commode, mais l'innovation n'a rien d'une lubie, d'un gadget ou d'une obsession passagère, c'est une nécessité. Les modes de conflit évoluent. À l'heure où un hacker envisage d'opérer pour bloquer nos transports, nos hôpitaux, sans visage ni motivation claire, comment peut-on ignorer les menaces issues du cyberespace? Comment ignorer les attaques qui sont organisées par d'autres pays contre nos propres systèmes d'information? Comment contrer le fait que des secrets soient menacés, que des élections puissent être orientées par des tiers? Comment ignorer enfin les recherches qui sont menées pour faire des satellites des armes et des robots autonomes des tueurs? Avec la démocratisation des nouvelles technologies, nos ennemis sont mieux armés et mieux équipés. Nous ne pouvons donc pas rester sans rien faire. Il nous faut donc toujours garder, si possible, un coup d'avance. Nous devons donc innover toujours pour obtenir les meilleurs équipements, les meilleurs pare-feux et les meilleures technologies. C'est à cette condition unique que nous garderons notre souveraineté. S'emparer du tournant de l'innovation, c'est donc avant tout assurer notre sécurité et notre supériorité stratégique. Cet enjeu, je crois que nous l'avons bien compris. Le programme RAPID, qui est mené avec talent par la DGA, a déjà permis de détecter et de soutenir de nombreux projets duaux de très haute qualité technologique. Il a permis de créer une émulation autour d'une véritable communauté rapide. Le programme Astrid, de son côté, encourage et porte la recherche duale. Vous avez, je crois, parlé aujourd'hui de la manière de financer notre défense, et je suis très heureuse de pouvoir dire devant vous que dans quelques minutes, à quelques mètres de là, à l'hôtel de Brienne, je lancerai DefInvest, le premier fonds d'investissement pour les PME de défense. C'est un projet qui, dans un premier temps, est doté de 50 millions d'euros et qui alliera l'expertise et le savoir-faire de la DGA et de BPI France. C'est une étape forte pour notre innovation, mais d'autres défis, bien sûr, nous attendent. Je pense, par exemple, au renforcement des liens entre la communauté de défense et les start-up. Je pense aussi, et peut-être surtout, aux défis de l'Europe. Avec le Fonds européen de défense, pour la première fois depuis sa création, l'Union européenne accepte d'investir pour sa défense. C'est un moment historique et donc une opportunité que nous devons saisir pleinement pour permettre le succès de notre innovation et bâtir notre sécurité, mais ensemble. L'innovation, c'est aussi un changement dans nos manières de penser, de fonctionner. C'est la volonté permanente de nous adapter et de répondre au mieux aux besoins de nos armées. Au fond, l'innovation, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit pour nous, au sein du ministère des Armées, pour la BITD, mais pour vous aussi, peut-être, dans une nouvelle manière de chercher, d'aborder les thèmes de vos études. C'est finalement le message que je voudrais adresser tout particulièrement aux étudiants qui sont présents ici.
Ne cédez jamais au conservatisme. Il peut être commode, reposant, rassurant même, mais il n'aboutit à rien. Le conservatisme impose des carcans, il rouille l'esprit. Il pousse à reproduire toujours les modèles du passé, sans remise en cause ni réflexion. Alors ne cédez pas au confort du conservatisme, car c'est à vous, demain, qu'il reviendra de dessiner un horizon large, créatif, audacieux. Merci de votre attention.